Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux journées expertise et construction du CERIB. Aujourd'hui, nous aborderons le thème des bétons bas carbone, les produits de bâtiments en béton bas carbone, de la R&D aux applications industrielles. Je me présente, je m'appelle François Jacquemot, je suis responsable matériaux et process au CERIB. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Marc Langès. Donc je co-anime cette présentation avec François. J'ai la double casquette au sein du groupe Spurgin. Je suis à la fois directeur technique du groupe et en même temps j'assure la direction opérationnelle de la région Est. Quelques éléments de sommaire de notre présentation. On abordera des éléments de contexte sur le thème du bas carbone. On présentera les solutions de béton bas carbone qui ont été développées dans le cadre de ce travail. Et enfin, les essais en usine avec la fabrication de prémurs. Les éléments de contexte. Le thème du bas carbone n'est pas tout à fait nouveau. Dans les années 80, 90, 2000, on parlait du concept de développement durable. On a eu des conférences de Rio et de Kyoto dans la fin des années 90. Puis le Grenelle de l'environnement, la conférence de Paris en 2015. Et aujourd'hui, nous connaissons le label E+C- qui s'applique et donc la réglementation environnementale RE 2020. Ce développement en France s'inscrit dans une stratégie française de bas carbone qui vise à diviser par 4 l'empreinte CO2 de la France d'ici à 2050. L'empreinte carbone du béton en France, il représente 1,8% de l'ensemble de l'empreinte carbone française. C'est relativement faible en proportion, mais en valeur absolue, ça représente tout de même 13 millions de tonnes de CO2. Sur ce point-là, on peut rajouter aussi que certes l'empreinte carbone de la partie béton en France paraît plus faible que sur l'empreinte mondiale. C'est un fait, hein, puisqu'on a un poids important de la Chine dans cet impact carbone lié au béton et à la production de ciment. Ça ne dispense pas pour autant l'industrie du béton et puis la filière béton de participer à cet effort, en sachant que, bien entendu, on a un certain nombre de bras de levier qui nous permet d'améliorer cette empreinte carbone, tout en permettant de continuer à construire avec ce matériau qui est somme toute assez simple d'usage. La réglementation environnementale RE 2020 définit des seuils carbone au niveau du bâtiment. Ces seuils carbone vont tendre à diminuer progressivement entre 2022 et 2031. Et donc, pour passer les seuils carbone, chaque lot du bâtiment devra contribuer à réduire son empreinte carbone. On a ici un exemple d'un logement collectif où on voit l'empreinte carbone de ce logement R+6, hein, ce bâtiment. Cette empreinte carbone pour l'indicateur des produits de construction et d'équipement représente 780 kg de CO2 par mètre carré de surface habitable. On notera que la part du gros œuvre représente environ un tiers de l'empreinte carbone totale. Et c'est dans ce tiers de l'empreinte carbone qu'on va retrouver les lots 1, 2 et 3, dans lesquels on va retrouver les bétons et les produits béton. Les leviers pour réduire l'empreinte carbone des solutions constructives existent. Un des premiers leviers, c'est économiser de la matière. Ça peut passer par l'évolution des systèmes constructifs à base de béton ou de produits en béton. Ça peut être également de diminuer les sections de béton quand c'est possible. Par exemple, diminuer l'épaisseur de 1 cm des voiles béton permet de réduire d'environ 6% l'empreinte de ce voile. Et puis, dans le thème de l'économie de matière, il y a un point important également qui est de bien choisir les classes d'exposition du béton et des produits en béton. Je signalerai la parution récente de mars 2021 des recommandations CERIB-FIB sur les classes d'exposition. Dans le cas des prémurs, on peut différencier des épaisseurs d'enrobage entre les deux faces de l'élément, quand l'une est à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Et ça peut représenter 3% de matière en moins. Enfin, un autre levier important pour réduire l'empreinte carbone
des constructions, c'est de réduire l'empreinte carbone du matériau lui-même. Bon, en l'occurrence, le béton pour nous. Ça peut vouloir dire augmenter la compacité du squelette granulaire du béton, ce qui peut permettre d'optimiser le dosage en liant dans le béton. Et bien entendu, il faudra utiliser des liants bas carbone. Souvent, quand on parle d'utilisation de liants bas carbone, ça veut dire une vitesse de durcissement qui est moindre. Donc, pour qu'on puisse les utiliser, et en particulier dans l'industrie du béton, il faut souvent accélérer le durcissement de ces liants bas carbone. À l'échelle des produits en béton, les analyses de cycle de vie montrent le plus souvent que l'impact environnemental provient principalement des constituants du béton et en particulier du liant. Dans le cas du prémur ou du MCI, on a ici un découpage des origines de son empreinte carbone. On voit en particulier que le ciment représente plus de 60% de l'empreinte carbone du prémur. D'où l'intérêt de travailler, bien entendu, sur l'utilisation de liants à plus faible empreinte carbone pour les prémurs. Alors bien sûr, c'est le thème principal de cette présentation qui est les travaux qui ont été menés, sur ce fameux liant et on voit bien que c'est l'effet de levier principal, sur lesquels, on peut agir, dans un premier temps. Néanmoins, cette slide permet aussi de mettre en évidence des choses qui peuvent paraître secondaires, mais qui ne le sont pas tant que ça et là où l'industrie, du béton peut aussi avoir, comment dire, sa part à effectuer. On voit bien que le deuxième poste d'impact, se situe au niveau des aciers. C'est un poste qui est pas négligeable lorsqu'on fait du béton armé, qu'on le veuille ou non. Et là encore, l'aspect industrie peut avoir un facteur différenciateur par rapport aux solutions traditionnelles qu'on met en place, pour la simple et bonne raison que, comme tout process industriel qui se respecte, on est en capacité de maîtriser les appros et de sourcer, d'avoir un sourcing au niveau des appros de matières premières qui est traçable et tracé et donc qui permet d'orienter, de faire des choix et ça a été le cas pour, notre entreprise, c'est certainement le cas pour d'autres de nos confrères, de choisir des sources d'approvisionnement en acier, qui sont à impact carbone réduit puisque, en règle générale, l'acier de construction est un acier recyclé, c'est pas un acier dit de première main. Mais néanmoins, dans ces aciers recyclés, il y a différents types d'aciéries à travers l'Europe, même à travers le monde. Il y a des aciéries qui fonctionnent à l'électricité, des aciéries qui fonctionnent, à d'autres sources d'énergie. On comprend bien qu'une aciérie qui fonctionne à l'électricité, et notamment en France, où l'électricité est nucléaire, l'empreinte carbone, elle est autrement plus réduite que, cette même aciérie qui irait, transformer cet acier-là, quelque part, dans le monde ou en Europe avec, une source d'énergie, carbonée de type, charbon ou fioul. Et donc ces 19 on a aussi des effets de levier importants au niveau de l'industrie béton, à faire valoir et à pouvoir aussi être, une piste d'amélioration notable par rapport à des solutions, classiques, on va dire, hein, sur chantier où là, la maîtrise de l'approvisionnement est beaucoup plus complexe. Puis le dernier petit point qui est en parenthèse, mais je pense qui permet aussi comment dire? De relativiser un peu l'impact des différents facteurs, c'est le facteur transport. C'est vrai que tout à chacun, on a tendance à se dire que, il faut privilégier les circuits courts, bien entendu, ça reste, avant tout du bon sens. Néanmoins, on se rend bien compte que malheureusement ou heureusement, tout dépend comment on se positionne, l'impact, carbone lié au transport représente 6 de l'impact global. Donc certes, elle est pas négligeable, mais néanmoins, on se rend bien compte que dans, la proportion des différents paramètres, elle est pas tout à fait en première poste et donc on peut aussi avoir une démarche qui est un petit peu, contre-naturelle. C'est-à-dire que, si on veut avoir un réel effet de levier sur une construction, des fois, c'est pas forcément en allant chercher le produit à proximité. Parce que si ce produit à proximité n'est pas réalisé ou n'est pas produit, dans une optique de bas carbone dans ses constituants principaux que peuvent être le ciment, l'acier et cetera, c'est pas parce qu'on l'aura cherché à 30 kilomètres alors que l'autre viendrait de, je sais pas moi, de 80 kilomètres que pour autant on aurait eu comment dire? Un effet de levier intéressant au niveau de l'empreinte carbone. Donc il faut se méfier des idées reçues. Bien entendu qu'il vaut mieux avoir un produit à proximité et à faible coût carbone, ça c'est évident et c'est quand même aussi un peu l'intérêt de la démarche. Mais néanmoins, il faut quand même ne pas aller trop vite dans les raccourcis et bien prendre, l'impact ou faire valoir la part des choses, des différents constituants dans l'impact carbone. Ce qui, est très bien représenté sur le camembert que vous voyez, devant vous. Nous allons passer à la deuxième phase de la présentation dans laquelle on développe et on présente les solutions de béton bas carbone à proprement parler. La commission FIB MCI,
qui est donc une commission de la Fédération de l'industrie du béton qui regroupe des fabricants de prémurs, de murs à coffrage intégré, a missionné le CERIB d'une étude et recherche dont le but est de minimiser l'empreinte carbone de ces prémurs. Donc, on a un objectif qui est relativement simple et un cahier des charges technique. Le premier des objectifs était d'utiliser un liant en carbone avec un fort taux de substitution du clinker, donc aller chercher des réductions carbone sur le béton importantes. Et puis, les autres éléments du cahier des charges étaient d'utiliser des granulats de 14 mm de diamètre maximal, d'avoir une consistance du béton, une classe S4 d'affaissement pendant au moins 45 minutes, d'obtenir une résistance suffisante au démoulage, et ce après un traitement thermique d'une durée de 7 heures avec une consigne de température de 40 degrés. Et enfin, d'obtenir une classe de résistance à la compression du béton à 28 jours, une classe de résistance C30-37 ou plus. Alors, pour mener à bien ces travaux, on s'est en particulier adossé aux travaux de thèse de Lucas Mosser, qui mène sa thèse actuellement au CERIB, et donc sur la chaire commune à l'IMT Alès et le CERIB, qui porte sur le thème des bétons bas carbone. Dans un premier temps, on a effectué un panorama des liants bas carbone qui existent en France. Et puis, on a procédé à des essais expérimentaux sur mortier, sur béton, avec un développement de formulation de béton et ses caractérisations. Ensuite, dans un deuxième temps, on a travaillé sur l'application en usine, avec un calage des compos de béton avec les constituants de l'usine, pour passer, à proprement parler à nouveau, aux fabrications de prémurs. Alors, les liants bas carbone qu'on trouve aujourd'hui en France, on peut les classer dans 3 grandes catégories. On a ceux qui sont à base de laitier de haut fourneau, ceux qui sont à base de matériaux pouzzolaniques, et puis les autres liants. Les liants à base de laitier de haut fourneau, c'est les ciments CEM3, A, B, C, les ciments CEM5, le ciment sursulfaté, qui sont des ciments qui bénéficient de normes françaises et européennes. On connaît également les géopolymères, hein, qui sont à base de laitier activé par des alcalins. Et puis, on va avoir très prochainement également les ciments CEM2, CM et les ciments CEM6, qui seront présentés dans la norme NFEN 197-5. Alors, les CEM2, CM comportent un peu plus de 50% de clinker dans le ciment, et les CEM6 sont également des liants ternaires dans lesquels on a moins de 50% de clinker dans le ciment. Enfin, il existe également toutes les solutions de liants binaires et ternaires reconstitués qu'on peut utiliser à base de ciment CEM1 et puis d'addition de laitier, voire une autre addition pour les liants ternaires. Alors, ces liants à base de laitier de haut fourneau, ils sont performants, ils sont certes bas carbone, et on les a beaucoup traités au niveau de la profession, mais également au niveau du CERIB avec pas mal de solutions qui existent déjà. Les matériaux pouzzolaniques sont également disponibles. On a en France des ciments CEM4A, P ou Q qui existent sur le territoire français. On aura bientôt également des ciments LC3 qui seront normalisés. Donc, c'est des ciments à base de clinker, d'une argile calcinée et de calcaire. Et puis, de la même façon, il existe également les liants binaires ou ternaires qui sont reconstitués à base de CEM1 ou CEM2, et puis une ou deux additions minérales. En particulier, les liants avec du métakaolin. Donc, le métakaolin étant une pouzzolane calcinée. Enfin, il existe d'autres liants, tels que les ciments sulfolumineux ou des liants carbonatables qui durcissent au contact du CO2 atmosphérique, par exemple. Les orientations qui ont été retenues dans le cadre de ces travaux, de ce développement, ont été de développer donc 2 familles de liants ternaires avec une teneur en clinker dans le liant très réduite, inférieure à 50%, donc entre 30 et 50%. Des solutions sans laitier de haut fourneau. Et donc, la première famille qui a été développée est une famille de liants ternaires à base de CEM1, de métakaolin
et d'addition calcaire. Et la deuxième famille de liants ternaires est, elle, à base d'un SEM1 et de 2 additions calcaires. L'une, une addition calcaire plutôt traditionnelle, et l'autre addition qui est une ultra fine. Les leviers étudiés pour booster les performances de ces liants à faible teneur en clinker, c'est principalement la forte réduction d'eau dans le béton. On vise des rapports eau sur liant total autour de 0,30. Et on utilise également un traitement thermique, donc une température de 40 degrés pour une durée de 7 à 8 heures. L'ensemble de ces travaux permet d'améliorer le ratio carbone. Qu'est-ce que c'est le ratio carbone? En fait, c'est le ratio entre l'empreinte carbone et la résistance à la compression, ici à 8 heures, du béton. Et en d'autres termes, c'est le coût carbone d'un mégapascal de résistance à la compression. Pour compléter un peu les éléments de François, je dirais il y a un point qui enfin, qui nous tenait un peu à cœur, pour un peu compléter la démarche, c'est ce qui est dit comment dire? En préambule, à savoir que, on a orienté, délibérément la recherche, complémentaire, sur ces, matériaux à empreinte carbone réduite, en écartant, d'office, dans l'approche, les liquides de hauts fourneaux. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que, comme l'a dit François, c'est des éléments qui ont déjà été, approchés, testés, éprouvés, approuvés, dans pas mal de solutions, au niveau industriel et au niveau traditionnel. Donc c'est quelque chose de on commence, je dirais, à avoir un certain recul quant à son comportement. Ça, c'est déjà le premier facteur et puis le deuxième, qui est peut-être un petit peu, comment dire? Un peu plus sensible, mais néanmoins présent, c'est qu'il nous semble opportun et intéressant, d'essayer de creuser le sillon de ce dont on aura besoin, en termes de matériaux, certainement après-demain. Certainement qu'une part des solutions de demain et d'aujourd'hui sont à base de laitier au fourneau, mais je dirais, toute personne un peu avertie du système, alors je vais pas faire plaisir à tout le monde quand je dis ça, mais c'est comme ça, je l'assume, j'ai pas de problème. Les laitiers des hauts fourneaux ont une réputation un peu sulfureuse. On va pas développer ce sujet-là maintenant, c'est pas le propos. Mais, voilà, on pense qu'il y a des alternatives qui existent et c'est un peu l'objet de l'étude, qui nous permettent d'aboutir à des empreintes carbone, performantes, pertinentes, sans passer par le biais des laitiers des hauts fourneaux et des problématiques qui lui sont inhérentes. On n'est pas là pour développer ce sujet-là maintenant, c'est pas le propos, mais c'est un choix délibéré pour essayer de préparer, non pas demain, mais après-demain en termes de solutions, de substitution de clinker sans passer par ce biais de ce résidu des hauts fourneaux. Alors on a sur ce slide une représentation du ratio carbone en fonction de l'empreinte carbone des bétons. Donc en abscisse, l'empreinte carbone des bétons en kilos de CO2 équivalent par mètre cube de béton, et en ordonnée, notre ratio carbone, qui est donc le ratio entre l'empreinte carbone et la résistance à la compression à 8 heures. Donc ensuite, quand on considère ce graphique, on a naturellement des droites d'isorésistance qu'on peut tracer. On trace ici les droites à 5 mégapascales, 10 MPa et 20 MPa. Et finalement, l'objectif de nos travaux sera d'obtenir un maximum de points à gauche du graphique et également en bas du graphique, puisque finalement, on veut réduire l'empreinte carbone des solutions béton et réduire également ce ratio carbone ou ce coût carbone. Ensuite, on a un nuage de points qui correspond à des solutions un petit peu de référence, des solutions de béton riches en SEM1, donc en clinker. Et on voit que ces solutions-là sont majoritairement à droite avec une empreinte carbone plutôt élevée. Ensuite, quand on réduit l'empreinte, le pourcentage de SEM1 dans le liant, on a des points qui se décalent à gauche et ainsi de suite à 30% et 25% ensuite dans notre présentation. Voilà, 30%, on se décale également à gauche. Donc l'idée, c'est au niveau de la nature du liant, plus on substitue une partie du ciment, plus on va réduire l'empreinte carbone et vous voyez que ce n'est pas nécessairement pour un ratio carbone qui est toujours amélioré. Ensuite, quand on considère l'influence d'un autre paramètre,
Là, on peut passer sur les animations. Ici, on a un point dans lequel on a un liant avec 30% de ciment, 20% de méthaquelin et 50% d'addition calcaire. Quand on passe d'un rapport eau sur liant de 0,5 à 0,40, on voit qu'on gagne beaucoup en ratio carbone. On divise par 2 quasiment le ratio carbone. Et ensuite, quand on réduit encore de 0,4 à 0,30 notre rapport eau sur liant, on a également une forte réduction de notre coût carbone. Donc, quand on travaille sur le nuage de points, qui est l'animation suivante, on voit, voilà, on va vers le bas quand on passe d'un rapport au surliant de 0,50 à un rapport au surliant de 0,40, donc qui est l'animation suivante, et encore une autre animation sur le 0,30. Donc on voit qu'ici que le levier principal pour améliorer le ratio carbone, pour mieux utiliser le carbone, c'est la réduction d'eau dans notre béton. C'est un levier très important. Donc, nos formulations béton qui ont été développées sont donc les bétons qu'on appelait béton numéro 1 et numéro 2, qu'on va comparer à un béton de référence. Donc, ce béton de référence, il est à base d'un liant majoritairement SEM1. Il est traité thermiquement à 30 degrés et il a des performances bien entendu conformes à notre cahier des charges, un affaissement de 180 mm, une résistance à 28 jours de 52 mégapascales. Tout ça pour une empreinte carbone qui avoisine 268 kg de CO2 équivalent par mètre cube. Notre première solution de béton bas carbone, notre béton numéro 1, il est à base d'un liant constitué à 30% de ciment SEM1, 20% de métakaolin et 50% d'addition calcaire. On a dans ce béton une réduction d'eau qui est forte, donc un rapport eau efficace sur liant total de 0,30 avec un traitement thermique de 40 degrés, ce qui a permis d'obtenir des propriétés qui sont également très bonnes. Un affaissement à peu près similaire, voire un peu meilleur par rapport au béton de référence. Des performances à 8 heures qui également sont égales ou supérieures à celles de la référence. Des résistances à 28 jours de 57 ou 58 mégapascales, avec une absorption d'eau inférieure à 6%. On notera que ce béton numéro 1 a une empreinte carbone 142 kg de CO2 par mètre cube, ce qui représente quasiment une division par 2 par rapport au béton de référence. Notre deuxième solution de béton, le béton numéro 2, est également à base de liant ternaire, 30% de SEM1 et 2 additions calcaires, 40% d'une addition calcaire traditionnelle et 30% d'une ultra fine. On a également ces 2 leviers d'activation que sont la réduction d'eau et le traitement thermique. On a eu sur ce béton des performances d'affaissement tout à fait bonnes. Une résistance à la compression, au démoulage à 8 heures qui est également d'un bon niveau, légèrement au-dessus de la référence, 10% de plus par rapport à la référence. Une résistance à 28 jours qui est elle de 32 mégapascales. Mais une absorption d'eau qui est également inférieure à 6% pour une empreinte carbone. Encore une fois, inférieure à 150 kg par mètre cube et en tout cas quasiment divisé par 2 par rapport à l'empreinte carbone du béton de référence. Ainsi, le travail sur l'adjuvantation un peu adaptée a permis un maintien de la rhéologie suffisamment long pour garder cette performance de classe d'affaissement S4 pendant au moins 45 minutes. Les performances du béton en termes de résistance au démoulage étaient bonnes. À la compression, donc on a vu qu'elle était bonne également. Pour le béton numéro 2 à base de calcaire, on est un petit peu en dessous de notre objectif en termes de classe de résistance. Donc cette formulation nécessitera un ajustement. On notera que nous avons des travaux en cours ou à venir, des essais de retrait fluage. Donc, on a des premiers résultats sur les 2 premières semaines de retrait où tout se passe bien. En tout cas, rien à signaler. Et puis des essais en cours également vis-à-vis de la durabilité, des essais en lien avec la corrosion des armatures, des essais de porosité, des essais de carbonatation accélérée ou de diffusion des ions chlorure. Et puis également des essais de gel-dégel. Donc l'idée sera également de qualifier ces formules de béton avec une approche performantielle de la durabilité. Donc on passe maintenant à la dernière
partie de notre exposé qui traite justement des essais en usine avec la fabrication de prémures. Avant de travailler directement en usine, on a recalé les formulations en labo en utilisant les constituants de l'usine. Donc on a utilisé le ciment CEM1 qui était utilisé dans l'usine, également les granulats, en l'occurrence c'était des granulats calcaires avec une proportion de granulats recyclés qui est utilisée classiquement dans le béton de l'usine sur les prémures. Et puis on a adapté l'adjuvantation. Donc notre béton A finalement est un béton qu'on a testé avec 50% de ciment CEM1 et 50% d'addition calcaire, une réduction d'eau avec un rapport eau efficace sur liant total de 0,35, ce qui a permis in fine d'avoir des bonnes performances d'affaissement, de résistance à la compression à 8 heures, à 28 jours pour une empreinte carbone pour notre béton numéro A de 187 kg de CO2 par mètre cube. Et notre deuxième béton est lui le béton ternaire avec 15% de méthaquelin et 50% d'addition calcaire. Et de la même façon, on a calé donc la formulation et son empreinte carbone est de 149 kg de CO2 par mètre cube. Nous avons donc procédé aux essais en usine avec la fabrication de prémures. Donc les gâchets de béton se sont faits dans le malaxeur industriel. Nous avons réalisé des gâchets de 1 mètre cube et on a ajusté l'adjuvantation, le mix d'adjuvantation directement au malaxeur pour obtenir la consistance désirée. Le béton est passé du malaxeur à la trémie. La trémie distribue le béton sur les voiles des prémures. Donc on a coulé pour chaque formulation en fait 2 prémures, un prémure d'à peu près 10 mètres carrés et un autre prémure de dimension plus petite d'environ 1 mètre carré qu'on pourra garder au CERIB et faire vieillir sur notre parc de vieillissement naturel. Donc le coulage en lui-même du premier voile de béton avec ces bétons bas carbone s'est très bien passé. Le remplissage a été bon en dépit d'une viscosité plutôt élevée sur ces bétons. Mais ça n'a pas posé de problème particulier. Ouais, pour rebondir sur ce que dit François, c'est vrai que la viscosité est pas tout à fait celle qu'on a l'habitude de rencontrer dans des bétons de production de plaques fines. Parce que ce qui singularise quand même le prémur par rapport à ce qu'on peut retrouver dans un prédal aussi d'ailleurs, ou dans les produits à plaques minces, c'est qu'effectivement on vient déposer une quantité de béton assez fine sur une surface assez importante et donc par là même l'énergie de mise en œuvre de ce constituant n'est pas tout à fait la même chose que si on avait coulé une pièce massive de type poutre ou de type poteau. Et donc cette viscosité qui pourrait être un problème dans certains cas, l'est un peu moins dans ce cas de figure-là et d'ailleurs ne l'est pas du tout puisque on arrive à adapter le mode opératoire de réalisation de ces plaques sans générer de contraintes supplémentaires dans l'acte de production tel qu'on peut l'avoir dans un outil qui tourne de manière traditionnelle, quoi. Et ça, je pense, c'est un point qui est important parce que certes, on peut avoir des bétons relativement pointus, ce qui est le cas des bétons qui sont testés, mais tout en préservant une opérabilité, si je puis dire, qui reste tout à fait dans le spectre de ce qu'il est nécessaire d'avoir, si je puis dire, pour pouvoir travailler de manière opérationnelle par la suite. Parce que bon, faire un béton de laboratoire, c'est une chose, faire un béton dans une usine, c'est quand même un autre registre. Et les essais nous ont permis de nous conforter dans l'idée que c'est transposable de manière assez je ne vais pas dire simple, mais c'est atteignable en cycle industriel, ça nous conforte dans l'idée que ces pistes-là sont potentiellement intéressantes à appréhender par la suite. Alors une fois le voile rempli, on a justement cette vibration. Alors en l'occurrence, c'est une vibration par oscillation qui est pratiquée sur les tables, qui permet au béton de bien se mettre en place, de bien adhérer aux armatures. Heu, Suite à ça, les voiles heu, passent en étuve pour le traitement thermique, donc d'une durée de 8 heures. Heu, à la fin du traitement thermique, le voile est démoulé, retourné sur le voile numéro 2. L'ensemble repasse au traitement thermique, puis le prémur est levé et stocké sur parc. Donc au final, au niveau des manipulations, ça
Ça s'est bien passé. Au niveau de l'esthétique, on a eu également des bons rendus esthétiques des voiles avec des parements fins. Ce qui est un point assez important. Heu, c'est un grand sujet, le parement d'un prémur est un sujet, on va dire sensible, parce que bon, voilà, c'est un peu plus sensible qu'un parement de sous-face de plancher puisque bon, il se voit beaucoup plus. Le prémur en basique n'est pas destiné forcément à être un produit, esthétique. Néanmoins, c'est un facteur sur lequel on a une certaine sensibilité et il est vrai que les parements obtenus, sans, modification notoire, des principes de huilage ou de secouage, sont tout à fait, je dirais en adéquation avec ce qu'on peut sortir, en règle générale, sans attention particulière. Enfin, complémentaire à ce que l'on peut faire, avec, les bétons dits traditionnels, quoi. Et ça aussi, c'est un paramètre qui est, somme toute, loin d'être négligeable. Les principaux enseignements de ces campagnes de fabrication en usine, sont que, bon, au niveau de nos bétons, la consistance, est bonne. La viscosité est plutôt importante, mais pour autant, le remplissage des voiles s'est bien passé. La résistance des bétons, est bonne, pas de fissuration, constatée, sur les voiles, à jeune âge ou à un âge plus avancé. L'esthétique des parements est OK également. Un point d'attention, ces formules sont probablement plus sensibles que les formules traditionnelles à des variations d'eau et également, sensibles à des variations de température, que ce soit sur la température initiale du béton ou également la température, dans les tubes. Ce sont donc des bétons techniques qui requièrent une bonne maîtrise, du béton et des process et c'est des qualités qu'on peut retrouver dans les usines, de préfabrication. Ouais, effectivement, comme on va chercher des rapports eau liant, comme on l'a vu, hein, qui sont un petit peu en dehors, des sentiers battus de ce qui peut se pratiquer, usuellement avec des rapports qui descendent, largement sous les 0,4. On sait tous que lorsqu'on va chercher, des rapports aussi faibles, on rentre sur des bétons de plus en plus pointus, donc de facto beaucoup plus sensibles, aux variations de température et d'eau comme l'a expliqué François. Et donc ça nécessite, forcément d'avoir, des outils, des mises en œuvre, que ce soit les malaxeurs, les bétonneuses et puis les traitements qui soient suffisamment fins pour pouvoir maîtriser ces écarts. Et là, il est clair que, le process industriel a toute sa vocation pour pouvoir, aller jouer dans ce genre de béton qui sont pas non plus accessibles, je dirais, avec, des outils de production un peu plus basiques, tels qu'on peut les rencontrer dans d'autres filières d'approvisionnement, du béton. Donc c'est encore une fois un facteur, comment dire, qui est plutôt positif, pour l'industrie du béton qui a, des cartes à jouer qui sont pas forcément jouables dans d'autres univers. Ça nous conforte d'ailleurs dans l'idée, de creuser ce sillon-là, comme il se doit, pour pouvoir, comme on l'a dit au départ, faire notre part et participer activement à la mise sur le marché de solutions, décarbonées et performantes, en utilisant, la quintessence de ce qu'on est capable de faire avec, les process industriels tels qu'ils sont, actuellement et tels qu'ils seront demain. Alors en termes d'empreinte carbone, sur le prémur, et sur l'ensemble du cycle de vie du prémur, on voit finalement que, notre solution de béton bas carbone avec une empreinte carbone d'environ 150 kilogrammes de CO2 par mètre cube permet de gagner 22 de l'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie du prémur. Donc c'est un gain, qui est quand même important, mais on voit qu'il faut, travailler, avec des solutions, drastiques, on va dire, sur le béton pour obtenir un gain de 20-25 sur l'ensemble du MCI. Maintenant ce gain-là, c'est un gain, comment dire ça politiquement correctement? Effectif sur l'empreinte carbone, c'est-à-dire que les matériaux qu'on va utiliser effectivement, ne sont pas issus, d'un arbitrage, sur l'affectation carbone qui lui est propre, mais, portent intrinsèquement ces valeurs. Alors certes, la pouzzolane, on pourra en discuter parce que mais je pense que l'empreinte carbone de la pouzzolane date de quelques millions d'années, donc, j'ai envie de dire que le réchauffement climatique qui lui est propre, s'est fait depuis bien longtemps. Donc là-dessus, il y a moins de soucis et qu'on voit bien que, comme l'a dit François, on active des leviers, on va chercher des éléments très pointus et performants pour obtenir, somme toute, un béton, qui affiche une empreinte carbone qui est de l'ordre de 150, 140, 160 kilogrammes de mètre cube, qui peut paraître, pour certains, on peut se dire: «Oh, bon, c'est pas génial», hein, puisqu'on entend parler de 130, on en parle parler de 120.
Et maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est ces 130 et 120, ils sont obtenus avec quoi et pour comment? Des valeurs à 150 aujourd'hui sont déjà des valeurs, en l'état actuel des connaissances, qui sont, déjà, plutôt, performants et efficients et effectifs dans leur capacité enfin dans leur réduction d'empreinte. C'est-à-dire que, vous rappeler qu'avant on était, affichait des valeurs aux alentours de 260-270. On n'a pas divisé par 2 sur, comment dire? On est en ça dépend si on parle au mètre carré ou au mètre cube. Faut faire attention de quoi on parle, mais on a quand même des bras de levier qui sont, significatif et on voit bien, encore une fois, parce que là, c'était pas l'objet de l'étude et on voulait pas se focaliser là-dessus. La part acier n'a pas été optimisée dans ce cas de figure-là, mais elle fait, on comprend bien que c'est comme dans la thermique, hein, plus on va réduire le facteur majeur, plus les facteurs qui sont secondaires vont devenir proportionnellement, importants dans, l'acte de réduction complémentaire. Mais ça, c'est, d'autres effets de levier qu'il peut y avoir et qui sont complémentaires dans le process, de Prémur ou autre, mais néanmoins on voit bien que sur le levier, cimentaire, on a des choses enfin en béton, on a, quand même des choses qui sont à notre portée plutôt intéressantes, tout en empruntant des chemins un peu parallèles à ceux qu'on pourrait, imaginer, de manière, je dirais, basique, de par, les propositions qui sont faites aujourd'hui au niveau du marché. Enfin, on va terminer sur, la conclusion de la présentation. Les solutions de béton bas carbone, existent, pour les premiums. On a montré qu'elles étaient, accessibles, aux usines, de Prémur. Une réduction importante, hein, sur l'empreinte carbone du béton, permet de gagner, 20 à 25 de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie du Prémur et ces efforts devraient permettre d'atteindre les seuils carbone de la RE 2020. En termes de perspective, un point important sera de contribuer à faire évoluer, le contexte normatif pour intégrer davantage, les solutions innovantes bas carbone. On peut citer, de ce point de vue-là, la création récente, d'un groupe de travail, normatif, français sur le thème, des bétons bas carbone. Donc les choses avancent. J'espère que la présentation, vous aura intéressé. Heu, Nous vous remercions de votre attention. Merci, oui, pour votre écoute, en espérant que ça a suscité des interrogations et puis, une attention particulière parce que l'industrie BD du béton, n'est pas en reste, je dirais, sur, cette empreinte carbone. Le béton n'a pas forcément bonne presse, lorsqu'on écoute les choses au quotidien, mais je pense que c'est un procès d'intention qui n'est pas le bon. Ce matériau, comme tous les autres, a besoin de faire, son évolution, sa révolution, je ne sais pas, mais en tout cas son évolution, c'est certain et je dirais, l'approche menée par le CERIB sur ce thème-là, en collaboration avec les industriels, prouve que, on n'est pas des acteurs, je dirais passifs sur ces sujets-là. Au contraire, c'est un sujet qui nous tient à cœur, heu, qui nous engage tous les jours et de ce depuis, quelques paires de mois, voire quelques paires d'années déjà. On n'a pas attendu, d'entendre, les médias, grand public, aborder ce sujet-là ou d'être allé, comment dire? À l'orée de la mise en application de la RE 2020 pour se soucier de cette problématique-là et on est convaincu que l'industrie du béton, fera sa part. Je pense que c'est le terme qui me tient à cœur parce qu'on ne peut pas tout faire, on n'est pas des magiciens, mais néanmoins on peut, apporter notre pierre à l'édifice, pour faire en sorte que, bah, on puisse construire demain avec une empreinte carbone réduite tout en préservant je dirais, l'harmonie des matériaux. Alors tout ne doit pas se faire en béton, tout ne doit pas se faire en bois, tout ne doit pas se faire en acier. Chacun a sa place dans l'acte de construire, et le béton aura encore la sienne demain, mais tout en permettant aussi, en travaillant de manière intelligente et en utilisant l'ingénierie, à notre disposition, bah, de donner des solutions qui ne sont pas accessibles au jour d'aujourd'hui. Et merci encore pour votre attention.